On continue ça avec Norage, qui va nous parler de potentiels problèmes ou de solutions avec l'Unicode au bon niveau. Bonne main d'applaudissement pour Norage. Merci. Donc, comme ça vient juste d'être dit, effectivement, on va parler d'Unicode et des problèmes de sécurité sous-jacents qu'il y a à ce système d'encodage-là. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis plus connu sous mon pseudo qui est Norage. Je suis un pentester à Synactive, donc c'est une boîte en France, comme vous pouvez le voir à mon accent. Et puis, entre autres, sur mon temps libre, je suis aussi mainteneur de Black Arch Linux, une distro de sécurité, pour ceux qui connaissent. Donc je vais commencer cette présentation par faire juste peut-être 5-10 minutes de rappel, d'introduction sur des mécanismes, etc. d'Unicode pour que tout le monde ait un peu en tête ce que c'est et comment ça fonctionne, pour qu'après, dans la suite de la présentation, où je vais vous présenter tout un tas d'attaques, de problématiques et de choses auxquelles on doit faire attention quand on est un développeur, etc., que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Donc dans un premier temps, déjà, Unicode, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un standard d'encodage qui vient un petit peu remplacer les centaines de standards d'encodage qui existaient auparavant. Donc auparavant, on avait un système d'encodage un petit peu pour chaque langage, chaque région du monde, chaque système, chaque type de plateforme, etc. Et donc quand on devait passer de l'un à l'autre, c'était un peu compliqué et ça générait plein de problèmes. Donc il y a des gens qui ont réfléchi à standardiser ça pour qu'on n'ait plus que un système d'encodage avec 3 encodings différents, UTF-8, UTF-16 et UTF-32, et qui va fonctionner du coup pour tous les systèmes et pour toutes les langues, et ainsi de suite, et qu'on n'en ait plus qu'un seul. Donc à l'intérieur, on va retrouver quoi? On va retrouver effectivement toutes les lettres qu'il y a besoin pour toutes les langues, et puis on va retrouver aussi tout un tas de caractères, de formes, de symboles mathématiques, par exemple, d'emojis, etc. Et aussi tout un tas de caractères de contrôle qui ne sont pas forcément visibles. Donc après, le système d'encodage Unicode, ça fonctionne un peu comme un logiciel, donc ça évolue en permanence. Peut-être à peu près une fois par an, il y a une nouvelle version. Et donc le nombre de mécanismes pour faire fonctionner toutes les langues continue à s'étendre, et puis le nombre de caractères qui est à l'intérieur continue aussi à augmenter à travers le temps. Juste un micro-point vocabulaire. Donc quand je vais parler de code point, en fait c'est un mot qui désigne l'identifiant unique ou la référence d'un caractère en particulier. On va souvent l'écrire de la manière U+, et le code en hexadécimal. Dans Unicode, il y a 16 plans. En fait, on va retrouver tous les caractères les plus communs et des langues les plus communes dans le premier plan. Et puis après, dans les autres plans, on va avoir les caractères moins utilisés, puis ce qui a été rajouté après, donc par exemple tous les idéographes pour les langues chinoises, japonaises et coréennes. Et après, pour l'instant, il y a les 3/4 des plans qui ne sont pas utilisés. Donc là, j'ai donné 2 petits exemples très, très simples. On a la lettre A majuscule latine, son code point, c'est 65 en décimale, ou U plus 0,41 en forme hexadécimale standardisée. J'ai donné la même chose à côté pour un caractère asiatique quelconque. Donc c'est juste la manière de représenter les choses. Donc en Unicode, on va retrouver 3 systèmes d'encodage, UTF-8, UTF-16, UTF-32. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler d'au moins un de ceux-là. UTF-32 est quasiment jamais utilisé, jamais vu utilisé quelque part pour l'instant. Mais UTF-8 et UTF-16, on va les retrouver un petit peu partout, on verra au cours de la présentation. Peu importe ce que j'ai marqué là, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est qu'on va avoir chaque caractère, il va être encodé sur une taille variable d'octet. On n'est plus comme en ASCII où on va avoir un caractère égale un octet. Là, on va avoir potentiellement, par exemple en UTF-8, un caractère, il va pouvoir être encodé soit sur un octet, soit sur 2, soit sur 3, soit sur 4.
Donc très rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne, comment est encodé sous forme d'octet les différents caractères. Mais UTF-32, lui, c'est un caractère, il va être encodé sous forme de une unité. Donc c'est assez facile pour l'indexation, etc. Mais par contre, ça prend beaucoup de place. UTF-8, on a un mécanisme qui est un peu compliqué, donc on ne va pas l'aborder. Et UTF-16, en gros, c'est si le caractère il est dans le premier plan, on le code sur un octet, et si le caractère il est dans le deuxième plan, on a une petite fonction mathématique pour l'encoder sous forme de 2 unités. Donc en UTF-16, là j'ai mis un exemple d'un caractère qui est dans le premier plan, donc qui s'appelle BMP, du coup qui est encodé comme on voit juste en 0041 sur un seul octet. Et puis j'ai donné un deuxième exemple où on a un caractère qui est hors BMP dans un autre plan, et du coup qui est encodé sous forme de 2 surrogates en anglais, ou substituts, avec la fonction mathématique suivante, donc peu importe à quoi ça correspond. Avant que je commence à parler vraiment de sécurité, on va voir juste très rapidement 3 petits mécanismes. Dans le système Unicode, en fait, on va pouvoir retrouver les mêmes caractères fabriqués de diverses manières différentes. Donc, par exemple, là, sur la première ligne, j'ai un E accent aigu qui a un caractère précomposé, donc c'est le caractère E accent aigu, et du coup, qui a un code point unique, etc. Et je vais pouvoir aussi fabriquer le même caractère autrement en prenant la lettre E non accentuée et en la combinant avec ce qu'on appelle un diacritique. Donc c'est juste le caractère accent tout seul. Et si je mets les deux côte à côte, ça va former un E accent, qui sont exactement la même chose d'un point de vue visuel ou voilà, syntaxique, mais d'un point de vue encodage, du coup, je ne vais pas du tout avoir la même chose. Et un peu de la même manière, on a d'autres mécanismes qui permettent comme ça de coller des caractères ensemble. Les sélecteurs de variation. Donc, par exemple, c'est beaucoup utilisé pour tous les emojis avec des mains ou des visages. Du coup, par exemple, on en a un pour la couleur de peau. Donc, on prend l'emoji standard, on applique une couleur de peau et hop, on a l'emoji avec la couleur de peau. Et on peut aussi joindre des caractères entre eux. Donc par exemple, là, je mets l'emoji cœur avec l'emoji feu et on utilise un caractère de jointure entre les deux pour dire de les assembler et ça va faire un emoji cœur en feu. Donc après, la même chose avec un drapeau noir, une tête de pirate et ça fait un drapeau pirate. Donc il y a plein de petits mécanismes comme ça dans Unicode qui vont permettre de pouvoir fabriquer des caractères. Et on va le voir, ça peut poser certains problèmes. Donc de manière générale, tous les problèmes de sécurité qui sont liés à Unicode, ça peut être plus rarement, par exemple, dans les langages de programmation, parce qu'en fait, Unicode, vous allez le retrouver partout, donc sur tous les systèmes d'exploitation, utilisés par défaut, maintenant, dans un monde moderne, sur toutes les bases de données, dans tous les langages de programmation, dans tous les frameworks et quadriciels que vous pouvez utiliser, etc. Et qui va souvent être UTF-8 ou UTF-16 qui va être utilisé par défaut. Et donc, un premier vecteur de vulnérabilité, ça peut être l'implémentation qu'en est faite dans le langage, dans le framework, etc. Mais aussi après par les développeurs eux-mêmes, parce que comme il y a énormément de mécanismes différents qu'on va aborder, ils n'ont pas forcément conscience que ces mécanismes-là existent ou de comment ils fonctionnent pour pouvoir l'implémenter de manière sécurisée. Donc là, pour rentrer maintenant vraiment dans le concret, un premier type d'attaque qui existe, et je commence par celui-là parce que c'est le plus visuel et le plus facile à comprendre, c'est les homoglyphes. Donc les homoglyphes, c'est des glyphes ou des caractères, du coup, qui sont visuellement très similaires, qui se ressemblent beaucoup, mais en fait, il y a une petite subtilité qui fait que même visuellement, ils ne sont pas exactement le même, et que ça va dépendre aussi de la police de caractère qu'on utilise. Donc là, sur l'image de gauche, par exemple, vous voyez, en bleu, il y a la lettre latin en minuscule A, et en rouge, il y a le symbole mathématique A. Et vous voyez, on les superpose, le bleu et le rouge, ils sont très similaires, donc là, c'est zoomé en gros, donc vous voyez un petit peu la différence.
mais si je vous les mets côte à côte en police 8, vous n'allez jamais voir la différence. Donc, les gens qui utilisent ce type de comportement pour fabriquer des attaques, ça a été beaucoup utilisé par exemple dans les attaques de phishing au début où les navigateurs affichaient les noms de domaine internationalisés. Et donc du coup, de faire du phishing avec, au lieu de faire du typo squatting, et à la place on utilisait quelque chose qui visuellement par exemple ressemblait à google.com, mais en fait vous avez un caractère Unicode un peu bizarre qui ressemble beaucoup à un O, beaucoup à un G, beaucoup à un L, etc. Et en fait c'est pas le même domaine. Vous avez tout un tas d'attaques spécifiques aux polices de caractère, et puis là je vais donner un exemple. En fait, aussi, on peut s'en servir pour placer des backdoors, des portes dérobées dans du code source, sans que la personne qui fasse le review détecte qu'il y a un problème qui a été glissé dans le code source. Donc là, je donne un petit exemple de l'entreprise Certitude avait publié. Donc on a un petit serveur web classique, et il y a un environnement de production, de développement. Donc là, on imagine qu'on est du coup dans le mode de production. Et on a une fonction qui va vérifier si l'utilisateur est un administrateur ou pas. Et et on va regarder que si on n'est pas dans le mode de production, donc quand on est en mode développement, en fait on va bypasser cette fonction de sécurité parce qu'on est en mode développement, donc pour que ça soit plus pratique, etc. Donc là, avec le code qui est affiché là, normalement vous devez conclure que vu qu'on est en mode production, le check il n'est pas bypassé et du coup normalement la fonction de vérification est-ce que l'utilisateur il est administrateur ou pas elle devrait être exécutée. Sauf qu'en fait tout se passe dans la ligne if environnement est différent de prod. Vous avez vu qu'il y avait un caractère, un point d'exclamation, mais en fait c'était pas un point d'exclamation, c'était le caractère latin letter retroflex click qui ressemble étrangement à un point d'exclamation. Et en fait, d'un point de vue syntaxique, du coup, vous n'avez pas variable environnement, est-ce qu'elle est différente de prod? Vous aviez, est-ce que la variable environnement latin rétroflex click avec une affectation de la valeur prod? Donc ça veut dire qu'on va toujours affecter cette valeur dans cette variable, et ça va toujours être true dans une condition. Donc en fait, peu importe dans le code précédent qu'on soit en environnement de production ou de développement, et finalement cette fonction de sécurité elle va être tout le temps bypassée. Après, une deuxième problématique qui peut venir aussi, en l'occurrence aussi pour cacher des backdoors dans du code source, ça va être tous les caractères invisibles. Donc spécifiquement tous les caractères de contrôle, d'espacement, de remplissage, etc., qui sont bien là, mais qui ne sont pas visibles pour les humains. Donc si vous regardez à gauche, c'est la console JavaScript dans Firefox. Vous voyez qu'il y a une première ligne un peu bizarre où on fait var, on ne voit aucune variable et on affecte la fonction alerte dedans, ou n'importe quel code malveillant. On a une variable yai avec yes dedans, et on vient faire une comparaison stricte. Est-ce que yai est égal à no? Et donc on s'attend à ce que le code ne soit pas exécuté, parce que ce n'est pas égal. Et pourtant, il y a une pop-up alerte qui s'affiche. Et donc à droite, on voit qu'en fait, on a utilisé le caractère Ankful Filer, donc, qui est un caractère invisible, mais qui a la particularité, qui est la propriété qui peut faire partie d'un nom de variable, où il peut même commencer en première lettre de nom de variable. Donc en fait, on fait une variable invisible, on affecte notre code malveillant dedans, du coup, ce nom de variable-là, en fait, juste avant le no, ma variable invisible, elle est juste devant le no. Et donc, en fait, on va comparer, est-ce que la variable yai est égale à l'exécution de ma fonction malveillante en laquelle on passe en argument la string no. Et donc, peu importe ce qu'il y a d'ailleurs à gauche de l'opérateur ou ce qu'il y a à l'intérieur du bloc, moi, ma fonction malveillante, elle sera toujours exécutée. Donc ça, c'était un peu des attaques visuelles. Donc les caractères invisibles, pareil, on va pouvoir placer des portes dérobées de manière différente. Donc là, je ne l'aborde pas dans la présentation, mais par exemple, il y a des papiers qui ont été publiés pour
placer des backdoors par exemple, visuellement, on a l'impression que c'est à l'intérieur d'un commentaire. Et en fait, en utilisant des caractères de réordonnancement de gauche à droite, etc., en fait, le code source est à l'extérieur du commentaire, mais visuellement, on a l'impression qu'il est dans un commentaire et donc qu'il est inoffensif. Un autre grand problème qu'il y a dans Unicode, c'est quelle est la taille d'un caractère. Parce que, pour rappel, quand on était dans ASCII, on n'avait pas à se poser la question, un caractère, peu importe où il était dans la table ASCII, ça faisait toujours un octet et puis point barre. Donc quand on comptait, il n'y avait pas besoin de fonctions compliquées pour calculer la taille d'une string. Il suffit juste de compter le nombre de caractères. Là, si je vous montre cet emoji-là, ce petit emoji, est-ce que je vous demande quelle taille il fait, vous allez tous me donner des réponses différentes. Et d'ailleurs, quand on parle de taille de quoi? Parce que du coup, on peut le différencier. Donc là, juste cet emoji-là, c'est un emoji composé, donc avec le mécanisme de composition que je vous avais montré tout à l'heure. En fait, on a un emoji femme, on a un emoji cœur et un emoji homme, et on les a combinés ensemble avec des caractères de jointure pour former cet emoji, un homme et une femme qui s'aiment. Donc visuellement, vous avez un seul emoji, donc c'est ce qu'on appelle un graphème. Donc là, c'est de taille 1 visuellement, en fait, pour les êtres humains. Par contre, comme on l'a vu avant, en fait, on a l'emoji femme, un caractère de jointure, l'emoji cœur avec un caractère sélecteur de variation pour que le cœur il ait la couleur rouge, un autre caractère de jointure et l'emoji homme. Et donc, en fait, on a 6 unités. Donc là, en fait, la taille de la string, on pourrait dire que c'est 6. La taille de la chaîne de caractères en termes d'unité Unicode. Et après, on va avoir une taille d'encodage différent en fonction de est-ce qu'on encode en UTF-8, en UTF-16 ou en UTF-32. Donc là, en UTF-8, ça fait 20 octets. En UTF-16, ça en fait 16. Coïncidence. Hein. Et en UTF-32, 24. Donc là, si je mets un petit bout de code JavaScript en Node.js, par défaut, enfin, c'est pas par défaut, c'est Node.js, tout court, il utilise UTF-16. Donc, si on fait naïvement, on appelle la fonction length pour calculer la taille d'une chaîne de caractères. Donc là, dans la variable A, vous imaginez que j'ai stocké l'emoji que j'ai montré tout à l'heure. Il va retourner 8. Alors, comme on a vu, 8, en fait, ça correspond à aucune des tailles que j'ai mentionnées, ni la taille visuelle, ni la taille logique, ni la taille matérielle dans l'encodage. Donc ça nous donne une information qui est complètement contre-intuitive. En fait, pourquoi? Parce que comme il y a 6 unités, en fait, l'emoji homme et l'emoji femme vont être pas dans BMP, donc ils vont être dans un des plans supérieurs. Et comme j'avais montré tout à l'heure, en UTF-16, ça va être en fait encodé en 2 surrogates. Et donc là, ça va en fait donner 8 unités UTF-16, mais cette valeur 8, ça correspond en rien à ce qu'un développeur il attend, ou c'est même pas utile d'avoir cette taille-là, de combien ça fait d'unités UTF-16. Donc si vous voulez la vraie taille de la chaîne de caractères, il faut utiliser cet opérateur un peu bizarre, c'est-à-dire caster, mettre la variable A, la string, dans un tableau et utiliser l'opérateur d'expansion de tableau pour avoir le nombre d'index qu'il y a dans ce tableau, et donc qui va correspondre au nombre de caractères Unicode. Et donc là, il va retourner la bonne taille 6. Mais du coup, ce n'est pas la méthode intuitive pour arriver à ce résultat. Donc là, on voit que si le développeur, naïvement, il utilise juste .length, il ne va jamais avoir la bonne taille. Et donc après, pareil pour l'encodage, on voit que si en Node.js, j'encode ma donnée en unité F6 low Indian ou big Indian, je ne vais pas avoir la même taille. Alors je ne me rappelle plus pourquoi, il faudra regarder, probablement parce qu'il y a un BOM qui est ajouté avant ou quelque chose de ce style. Mais on a des tailles qui sont, voilà, qui sont pas forcément les bonnes à laquelle le développeur s'attend. Et puis sur la toute dernière ligne, j'ai donné la syntaxe la plus simple possible pour avoir le nombre de graphèmes. Donc comme on voit en JavaScript, c'est pas du tout une syntaxe qui est simple ou intuitive ou même bien documentée.
Heureusement, là je donne un autre exemple, donc par exemple en Ruby, il y a d'autres langages de programmation où ils ont fait plus d'efforts d'intégration sur Unicode, et donc on va avoir des méthodes dédiées qui vont tout de suite retourner la bonne taille et pas une valeur à laquelle qui correspond à rien. Donc l'impact de ces problèmes de gestion des tailles et du fait que selon le langage de programmation qu'on utilise, il ne va pas forcément y avoir des méthodes simples pour pouvoir retourner la bonne taille. Si on est dans des langages bas niveau compilés, on va pouvoir avoir des problèmes de débordement de mémoire. Ou dans tous les langages, on va pouvoir avoir, si on manipule des strings, avoir une troncation de la chaîne de caractères en ne s'arrêtant pas au bon index, par exemple, ou pour accéder à un index d'un tableau, de ne pas accéder au bon index parce qu'on n'a pas bien calculé la taille, par exemple, d'une chaîne de caractères, etc. Un autre problème intéressant avec Unicode, c'est la transformation de casse. Donc, par exemple, toutes les opérations passées en majuscule, en minuscule, mettre title case, donc c'est-à-dire mettre une majuscule à la première lettre de chaque mot, ou de ce genre de choses. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, en ASCII, c'était très simple, il y avait un nombre très limité de caractères. Et donc, par exemple, quand on a un A majuscule et qu'on le transforme en minuscule, on a toujours le A minuscule, et inversement. Donc, en fait, on peut s'attendre à tout résultat, et chaque résultat n'a qu'une entrée, et inversement. Dans Unicode, c'est plus compliqué. Donc, un caractère, si je le passe en majuscule ou en minuscule, il va pouvoir y avoir plusieurs résultats possibles. Et inversement, pour un caractère, pour X caractères donnés, il y en a plusieurs qui vont pouvoir avoir la même sortie. Il va y avoir aussi des cas de figure où le résultat de l'opération de transformation dépend du contexte, donc ça ne va pas donner le même résultat en fonction de ce qui est mis avant ou après, et en fonction aussi de la langue et de la région des locales qui sont utilisées sur le système. Donc je vais montrer quelques exemples. Toutes ces problématiques-là, du coup, fait qu'on va pouvoir en fait générer, par exemple, des collections, et je vais vous montrer des exemples d'attaques un petit peu bout en bout, avec des collisions comme ça, et à contourner tout un tas de mesures de sécurité. Donc par exemple, là, si on fait une transformation où on passe une chaîne de caractères ou un caractère en majuscule, par exemple, c'est un exemple très connu, qui est probablement le plus connu, c'est une lettre germanique qui est utilisée dans la langue allemande, et en fait, cette lettre-là, qui ressemble un peu à un B, quand on va la passer en majuscule, elle va se transformer en un double S majuscule. Donc là, on voit bien qu'en entrée, on avait un seul caractère, et en sortie, une fois qu'on l'a passé en majuscule, là, tout de suite, on a deux caractères. Donc là, ça a fait changer la taille de la string, le fait de le passer en majuscule. Donc je vous laisse réfléchir aux implications que ça peut avoir. Là, sur l'opération de mise en minuscule, j'ai un premier caractère qui est le signe Kelvin pour la température, et la deuxième qui est juste la lettre K minuscule dans l'alphabet latin. Donc ce n'est pas les mêmes caractères, mais pardon, c'était un K majuscule. Donc le K majuscule, quand je le passe en minuscule, ça fait un K minuscule. Et le signe Kelvin, quand je le passe en minuscule, ça fait aussi un K minuscule. Donc on voit que ces deux caractères, du coup, une fois qu'on les a passés en lowercase, ils sont égaux, parce que ça a le même résultat de sortie. Donc on va pouvoir générer des collisions comme ça. Il y aura un petit exemple d'attaque tout à l'heure. Rapidement, ce n'est pas le plus intéressant, mais juste pour être exhaustif, sur la transformation contextuelle, donc là c'est des lettres grecques en fonction avec le signe sigma, en fonction de ce qu'il y a avant ou après, on ne va pas avoir le même résultat. Bon, passons. Et puis, on va aussi avoir des résultats qui vont dépendre de la région de la langue qu'on utilise. Donc là, par exemple, si j'ai un I majuscule en français et que je le passe en minuscule, je vais avoir un I minuscule latin classique. Et si je fais la même chose en azéri, du coup, je vais avoir un dotless I, donc un I sans point au-dessus. Et la même chose avec l'opération uppercase, majuscule. Et en langage turc, du coup, ils vont rajouter un I au-dessus du I majuscule. Un petit point au-dessus du I majuscule.
Donc là, je vais vous donner un exemple qui était sorti sur le blog de Buckroad de comment on peut voler un compte d'utilisateur dans une fonctionnalité de réinitialisation de mot de passe en utilisant justement ce qu'on vient de voir, donc une collision quand on met des caractères en minuscules. Donc là, c'est un code source JavaScript. On a une API qui correspond justement à cette fonctionnalité de réinitialisation de mot de passe sur une application web classique, donc il y a ça tout le temps partout. On récupère du coup l'email de l'utilisateur. Il y a une requête qui est faite en SQL pour aller récupérer l'ID qui correspond à cet utilisateur-là. Donc là, il y a un prepare statement, il n'y a pas d'injection SQL, pas de problème, etc. Mais pour être sûr que l'entrée utilisateur correspond à ce qui est stocké en base de données, là, le développeur a choisi de faire un to lower case pour être sûr que ça corresponde. Très bien, on note ça dans un coin de notre tête. Et si cette adresse-là, elle existe dans la base de données, on récupère l'ID de l'utilisateur, on lui génère un nouveau mot de passe ou un lien de réinitialisation, peu importe. Et on va envoyer, on va récupérer ce nouveau mot de passe ou ce lien de réinitialisation pour cet utilisateur-là. Et après, on va envoyer un email avec le lien de réinitialisation ou le nouveau mot de passe. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont vu le problème, la vulnérabilité qu'il y a dans ce code source. Si on prend un cas légitime, donc par exemple, l'utilisateur il met admin avec un A majuscule, etc. Effectivement, avec l'opération to lowercase qui est appliquée sur l'entrée de l'utilisateur, ça va remettre admin en minuscule et du coup, ça va correspondre à la valeur qui est en base de données. On va envoyer le bon nouveau mot de passe ou lien de réinitialisation à l'utilisateur administrateur. Mais si on reprend l'exemple que j'ai donné juste avant avec le signe Kelvin, par exemple, où on avait vu que quand on transforme en minuscule, il y a une collision entre le signe Kelvin et la lettre K. Par exemple, si mon administrateur, son adresse mail, c'est admin@synactive.com, qu'est-ce qui va se passer si jamais dans l'entrée utilisateur, à la place du K dans Synactive, il met un signe Kelvin. Comme là, dans le code qu'on a vu, il y a la fonction toLowerCase qui est appelée, et ben, ça va retransformer ce signe Kelvin en K minuscule. Et donc, ce qui va se passer, si je vous remets le code source, dans la partie où on génère le nouveau mot de passe de l'utilisateur, en fait, c'est qu'on a récupéré, l'ID, et donc on va générer un nouveau mot de passe pour la version qui a été mise en to lowercase, donc c'est-à-dire pour l'utilisateur administrateur légitime, le vrai administrateur. Et après, comme au moment où on fait l'envoi de courriel, on utilise la variable email, mais cette fois-ci sans le to lowercase, et bien là, en fait, on va envoyer le nouveau mot de passe de l'administrateur à admin@synactive avec le domaine avec un Kelvin dedans, qui est du coup absolument pas le même domaine. Et du coup, l'attaquant, lui, il a juste à enregistrer ce domaine-là et pour recevoir le mot de passe de l'administrateur et du coup, voler son compte. C'est pas très bien supporté encore les CDN pour envoyer mail. Non, pas partout. Ça, au niveau des serveurs SMTP, ça va pas poser problème. Après, ça peut être plus en termes d'UI, effectivement, sur les webmails ou des choses comme ça que... J'ai donné un peu d'autres exemples comme ça de problématiques de manipulation de strings dans des bases de données dans un article de PageDout. Donc je le donne pour ceux que ça intéresse qui veulent aller lire ça. Donc c'est un magazine en ligne qui est gratuit. Et cette fois-ci, c'est dans MySQL. Donc là, on va aborder une nouvelle catégorie de problématiques, qui est la normalisation. Donc là, on vient de voir en fait ce qu'a fait le développeur dans le code JavaScript qu'on a vu tout à l'heure avec l'adresse mail, la réinitialisation de mot de passe, c'est que l'utilisateur, en fait, le développeur, il a utilisé to lowercase, la mise en minuscule pour faire de la normalisation. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Il y a des fonctions justement de normalisation qui sont créées à cet effet-là. Il y en a 4 pour Unicode. Ça va être plus représentatif avec un exemple.
Mais on va avoir du coup NFD du coup, qui va juste décomposer un caractère. Donc, par exemple, pour des caractères complexes, eh ben, il va les décomposer en 2 caractères plus simples. On va avoir NFC qui fait du coup la même chose, qui décompose, mais après, les caractères décomposés, il essaye de les recomposer. Et on va avoir NFKD et NFKC qui vont être une variante des 2 premiers, qui font exactement la même chose, mais avec un mode compatibilité. Donc, comme on voit à droite, par exemple, au lieu d'avoir un caractère exposant 5, eh ben, il va le transformer en 5 normal, ou le caractère un peu bizarre sur la dernière ligne, il va le transformer en S normal. Donc, il va essayer de ce mode compatibilité, voilà, d'utiliser des caractères plus simples. Donc là, je vais donner 2 exemples d'attaques très concrets en utilisant la normalisation. Donc un premier exemple plus de web avec un fractionnement d'hôtes ou d'URL. Et puis un deuxième exemple pour contourner un filtre XSS. Donc le premier exemple, sur le fractionnement d'hôtes, c'est pas moi qui ai inventé la technique, hein, ça a été présenté à la Black Hat USA en 2019 pour contourner les parseurs d'URL et quand on a des whitelists d'URL. Donc avec les 2 méthodes de normalisation avec un mode compatibilité, on a vu ça va essayer de normaliser un caractère en caractère plus simple. Donc là, j'ai pris un exemple avec le caractère address to the subject, donc le 2101, là, celui qui est à gauche. Et une fois qu'on l'a normalisé avec NFKD ou NFKC, ça va donner 3 caractères différents, un A plus un slash plus un S. Donc on a transformé un caractère en 3 caractères. Et donc, vous voyez tout de suite à l'écran ce que ça peut donner dans une URL. Donc par exemple, si moi j'enregistre mon URL malveillante synactive. Le caractère un peu bizarre, .target.com, et que je le normalise avec NFKD ou NFKC, bah, ce caractère bizarre-là, il va être transformé en A/C. Et donc, du coup, l'URL qui va en ressortir, ça va être https://synactive.ca, et après un autre domaine, mais qui va être du coup juste passer en chemin en fait et qui va plus être le domaine qu'on cible. Donc là, si on a un code qui fait une liste blanche sur étoile.target.com, en entrée, je vais pouvoir lui donner quelque chose qui valide cette liste blanche. Et une fois que ça va être transformé avec NFKD ou NFKC, on va avoir une URL qui pointe plus du tout sur quelque chose en target.com, mais sur synactive.ca. Et donc rediriger par exemple un utilisateur sur un domaine malveillant. Donc là, l'exemple que j'ai donné, ça marche avec le .ca, mais ça pouvait marcher avec tous les TLD qui finissent en A. Les caractères un peu splitter comme ça, celui que je vous ai présenté, c'est pas le seul qui existe, il y en a d'autres. Et c'est pas la seule chose qu'on peut faire pour manipuler des URL. En fait, on va y avoir tout un tas d'autres caractères qui, quand ils vont être normalisés en mode compatibilité comme ça, qui vont donner des résultats intéressants pour manipuler des URL. Donc par exemple, il y a un caractère un peu bizarre qui ressemble à un point d'interrogation et d'exclamation combiné, qui va être transformé justement en point d'interrogation et point d'exclamation. Donc le point d'interrogation, par exemple, il va pouvoir être utilisé pour passer des paramètres get. Il y a un slash un peu bizarre qui va être normalisé en slash normal. Donc lui, ça va être la même chose que l'attaque que j'ai montrée juste avant, mais où on n'aura pas la contrainte sur il faut que la première partie de mon domaine finisse par telle lettre et la seconde partie de l'autre domaine commence par telle lettre. Là, on va avoir la même chose, mais sans contrainte sur les lettres. Et puis tout un tas d'autres caractères qui va pouvoir faire des encres ou qui va se transformer en arrobase, etc. Par exemple, si on veut passer sur une URL FTP des identifiants, voilà. Et aussi, assez intéressant, il y a un espèce de caractère, donc il y a la même chose pour tous les chiffres, qui est le chiffre est avec un point, et quand on le décompose, ça va faire le chiffre plus le caractère point.
Et donc on va pouvoir fabriquer des adresses IP comme ça à partir d'un nom de domaine qui valide une liste blanche. Donc les cas d'usage de ce genre d'attaque, ça va être pour attaquer les parseurs d'URL. Souvent quand on va avoir des regex avec un nom de domaine ou des validations un peu simples du genre vérifie que la string est finie par tatata.com, on va pouvoir contourner tout ce genre de validation. Et le deuxième exemple dont je vous avais parlé, du coup, c'était pour contourner un filtre contre les XSS. Donc, en HTML, il y a très peu de caractères, on va dire, qui sont les caractères spéciaux de HTML. Donc, il va y avoir le chevron ouvrant, fermant, les doubles guillemets, le et commercial, etc. Et donc, dans les différents langages de programmation, on apprend aux développeurs d'utiliser les fonctions d'échappement pour neutraliser tous ces caractères-là et les HTML encodés pour qu'ils ne soient pas interprétés et qu'on n'ait pas de XSS. Donc, très bien. Et là, on va voir comment on peut contourner ça si, dans le circuit, on a une normalisation toujours avec NFKD ou NFKC. Et en fait, on se rend compte, en faisant un peu de fuzzing, qu'il y a tout un tas de caractères qui ressemblent à des chevrons, que quand on les normalise avec ces deux fonctions de normalisation, ça va donner des chevrons normaux. Pareil avec les doubles guillemets, pareil avec le et commercial, etc. Donc là, si j'utilise ces chevrons Unicode spéciaux-là, que je les normalise, on voit effectivement, on retrouve bien les vrais chevrons qui sont utilisés par HTML. Donc, si je prends une charge utile XSS classique, normale, que je l'échappe, je fais une fonction échappement HTML, elle va être encodée sous la forme suivante que vous voyez là à l'écran. Donc, ça ne sera jamais interprété par mon navigateur et ça ne sera pas vulnérable. Très bien, ça c'est le cas classique. Maintenant, si je remplace les chevrons ouvrants et fermants par les caractères Unicode qu'on vient de voir, que j'applique la fonction d'échappement HTML, elle ne va rien échapper du tout, parce qu'il n'y a pas de caractères spéciaux HTML. Donc elle ne va rien échapper. Et à la fin, dans ma page, sera injectée une charge utile qui ne fera rien du tout, parce que ces caractères Unicode-là, comme ce ne sont pas des caractères spéciaux HTML, ils ne seront pas interprétés par mon navigateur, donc il n'y aura pas de vulnérabilité non plus. Par contre, si dans le code du développeur IA, je garde toujours ma charge utile Unicode, si on fait un échappement HTML, du coup, comme on a vu précédemment, ça ne va rien échapper, parce que c'est des caractères Unicode, et qu'après, on applique soit NFKC, soit NFKD, là, du coup, ça va retransformer ces caractères Unicode-là en chevrons, ouvrants et fermants classiques, qui, eux, sont des caractères spéciaux HTML. Et donc là, je vais avoir une XSS mutée, et je vais avoir vraiment quelque chose qui sera interprété par mon navigateur, et j'aurai une XSS, et ça sera vulnérable. Donc là, en fait, le problème ici, ce n'est pas les fonctions qui sont utilisées, etc., ou le fait de faire de la normalisation, au contraire. Le problème, en fait, c'est l'ordonnancement des étapes de sécurité. Donc là, pour que ça soit vulnérable, en fait, il faut que le développeur, il ait d'abord fait un échappement HTML, puis une normalisation. Et en fait, pour que ça soit sécurisé, il aurait fallu qu'il fasse l'inverse, d'abord une normalisation, puis après un échappement. Donc si là, ça avait été fait dans l'autre sens, d'abord normaliser, les caractères Unicode avec la fonction de normalisation avec le mode compatibilité seraient retransformés en chevron normal, et si on avait appliqué l'échappement HTML après, là, effectivement, elle aurait effectivement échappé ces chevrons-là, et du coup, donné une charge utile, donner quelque chose, un résultat qui lui soit échappé et qui soit du coup pas vulnérable. Donc j'avais donné des exemples en Ruby, en Java, peu importe. Et donc là, on a vu qu'avec deux normalisations, celles qui ont le mode compatibilité, mais est-ce qu'on peut faire aussi des choses avec, la normalisation sans le mode compatibilité? Donc NFC qui, elle, fait une décomposition, puis essaye de recomposer. Donc pareil, si on fait un peu de fuzzing, qu'on prend par exemple le caractère chevron fermant et qu'on essaye tout un tas de lettres juste après,
en faisant et qu'on essaye d'appliquer la variable NFC dessus, en fait, on va se rendre compte qu'il y a un caractère 0,338 que quand il y a un chevron devant, en fait, et qu'on applique NFC dessus, en fait, il va fusionner avec, et du coup, ça va neutraliser le chevron fermant. Donc, pour donner un exemple, par exemple, si j'ai une application avec un texte ARIA, il y a un ID description, etc. Nous, notre code est injecté là où il y a marqué injection ici, et il y a une fonction d'échappement HTML, donc on ne peut pas mettre une XSS juste en ouvrant un autre chevron, etc. etc. Et qu'on a cette fonction NFC qui s'applique. Donc l'exemple que j'avais montré tout à l'heure, bah, du coup, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de mode compatibilité. Par contre, si j'insère ce caractère bizarre là, U plus 0,338, en fait, quand on va normaliser, du coup, comme je vous ai montré tout à l'heure, il va fusionner, le chevron fermant va fusionner avec ce caractère-là pour donner quelque chose d'autre. Et du coup, en fait, ça va neutraliser la fermeture d'une balise HTML. Et donc, on voit le résultat sur la dernière ligne. Je vais avoir texte ARIA, ID, la valeur fusionnée qui va maintenant faire partie de la valeur de l'ID. Et du coup, moi, je peux injecter tout un tas d'attributs avec un payload XSS dedans, et du coup, qui va effectivement donner une XSS et transformer ça en code vulnérable. Donc là, comme il nous reste un peu de temps, je vais parler très rapidement à un outil que j'ai développé qui s'appelle Unisec, qui est une espèce de boîte à outils pour les gens qui veulent faire de la recherche et développement autour de Unicode, qui va faciliter la vie en faisant tout un tas de choses pour faciliter les calculs de taille, voir les résultats quand on normalise, encoder en UTF-8, en UTF-16, UTF-32, etc. Enfin, tout un tas de choses qui peuvent être utiles pour les gens qui veulent bidouiller un peu. Et là, je vais vous donner un petit exemple d'un article que j'ai écrit qui est sorti il y a 2 semaines. Donc, avec le mode strict de MySQL, et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact quand il est désactivé. Donc MySQL, du coup, base de données que tout le monde connaît, par défaut, elle a un mode strict qui est activé. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il peut y avoir des impacts de sécurité quand ce mode strict il est désactivé. Donc, la différence entre quand il est activé et quand il est désactivé, c'est que quand le mode strict il est activé, s'il y a un caractère qui est invalide dans l'encodage de la base de données, ça va lever une erreur, lever une exception, et du coup, quand on fera un insert ou un update, il n'y aura rien qui va être modifié. Et par contre, s'il est désactivé, au lieu d'avoir une erreur, on aura juste un avertissement, donc ça, dans une application, du coup, ça sera silencieux, on ne le verra pas. Et par contre, dans la doc de MySQL, on nous dit qu'il va essayer d'insérer une valeur ajustée. Donc une valeur ajustée, qu'est-ce que c'est ? Convertir la valeur invalide dans la valeur valide la plus proche. Ça va dépendre un peu du type de données. Mais grosso modo, si c'est une chaîne de caractères qui est trop longue, plus longue que par exemple la taille de la colonne, elle va être tronquée. Si c'est un entier qui est plus grand que la valeur maximale que la base de données peut stocker, il va être arrondi à la valeur en dessous, etc., etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le dernier cas. C'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, moi, si j'ai une application qui est en UTF-8, et puis que ma base de données, elle a une colonne ou une table, ou etc., qui, par exemple, est en ASCII. Du coup, je vais avoir tout un tas de caractères qui ne vont jamais pouvoir être encodés en ASCII. Et donc, qu'est-ce que MySQL il va faire ? Donc, ce que MySQL il va faire, c'est que tous les trucs qu'il ne connaît pas dans l'encodage ciblé, il va les remplacer par un point d'exclamation. Donc là, on se crée une petite table avec une colonne en ASCII. On essaye d'insérer I love Unicode. Si le mode strict il est activé, j'ai une erreur et il n'y a rien qui a été inséré dans la base de données. Et si le mode strict il est désactivé, on voit sur la dernière ligne qu'on a I point d'interrogation Unicode. Ça a été remplacé parce que je ne peux pas stocker le caractère cœur en ASCII. Très bien.
Donc, est-ce qu'il y a des cas d'usage un peu pratiques? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, concrètement? On va pouvoir essayer de contourner tout un tas de filtres. Donc souvent, on va avoir, là, tous les exemples que je vais donner, ça va être par exemple pour essayer de contourner un filtre dans une application où on a essayé de faire un filtre sur l'entrée utilisateur, par exemple, pour accéder qu'à des caractères alphanumériques, par exemple sur un champ prénom ou ce genre de choses, et qu'on ne veut pas de tous les caractères spéciaux. Du coup, l'application, elle fait de l'encodage en UTF-8, par exemple, et on va avoir la colonne en question dans la base de données qui va être dans un encodage I3, donc ASCII, CP1252 ou ce que vous voulez. Et bien sûr, le mode SQL strict qui est désactivé. Donc là, par exemple, si on prend des lettres qu'il y a de différents alphabets dans Unicode, j'ai pris ça, j'aurais pu prendre un caractère chinois, peu importe. En fait, dans la plupart des langages de programmation, qui existent depuis plus de 10 ans, 20 ans, etc., forcément, ils ont évolué avec le temps, et du coup, quand Unicode est apparu, ils ont parfois, dans les moteurs d'expression régulière, il y a ce qu'on appelle les classes POSIX, donc par exemple alphanum qui va correspondre à toutes les lettres et à tous les chiffres, du coup, qui ont été modifiés pour aussi accepter pas juste les lettres et les chiffres en ASCII, mais toutes les lettres et les chiffres qui peuvent exister dans Unicode. Donc on a étendu l'usage des classes POSIX à Unicode. Donc là, par exemple, c'est le cas dans le premier exemple en Ruby. Et puis dans le deuxième exemple que je donne en dessous, il y a aussi tout un tas de langages de programmation, comme JavaScript, qui eux ont aussi rajouté des classes de caractères personnalisées, qui ne sont pas dans le standard POSIX, comme là, la classe alpha. Donc si on matche ça, on voit que cette lettre Unicode-là, elle va aussi matcher l'expression régulière. Donc, si on a un filtre qui utilise ça, en fait, je vais pouvoir utiliser toutes les lettres qu'il y a dans Unicode, du coup, pour passer ce filtre. Après, vu que, par contre, ces lettres-là, elles n'existeront pas en ASCII, elles vont être transformées en points d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Si par exemple on a une application qui exécute des scripts bash sur un système, ce genre de choses, comme sur les contrôles panel par exemple, on a par exemple dans bash des caractères d'expansion. Donc en bash, un point d'interrogation, ça sera un caractère d'expansion qui va être remplacé par exactement une lettre, peu importe laquelle. Donc si je fais ls sur point d'interrogation t, ça va aussi bien matcher /boot que /root, pour donner un exemple normal. Donc maintenant, imaginons qu'on a une application qui va lire des fichiers, où il y a une IDOR, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle d'accès, on va pouvoir lire le fichier des autres utilisateurs. Mais par contre, les noms de fichiers, c'est tous des UID un peu aléatoires. Même si en pratique, je peux lire le fichier des autres utilisateurs, je ne vais jamais pouvoir réussir à les lire parce que les UID sont trop longs, trop aléatoires, etc. Donc je ne vais jamais les trouver, donc en brute forçant, ça va être impossible. Par contre, si je lui demande de lire le fichier, du coup, avec cette lettre-là Unicode plein de fois, .txt, et comme cette lettre-là, elle n'existe pas, hop, il me manque une slide, du coup, ça va être... ça n'existe pas en ASCII, donc dans la base de données, ça va être transformé en point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point .txt. Et donc du coup, si ce nom de fichier-là, après, ultérieurement, il est utilisé pour être lu avec une commande système, et ça va être utilisé comme caractère d'expansion, et du coup, je vais pouvoir potentiellement lire un autre fichier qui est stocké sur le système de fichiers. Pareil avec les expressions régulières, avec les regex. Là, cette fois-ci, le point d'interrogation dans une regex, ça va correspondre à quoi? Ça va être un quantifieur. Donc, par exemple, si je mets /d pour un digit, donc un chiffre, et point d'interrogation, ça veut dire que je dois avoir un chiffre 0 ou une fois. Donc ça va correspondre à fichier, fichier 1, fichier 2, fichier 3, jusqu'à fichier 9. Et du coup, si j'ai là un petit code Python qui va récupérer un nom d'utilisateur, vérifier
comme on l'a dit dans le contexte tout à l'heure, que le nom de l'utilisateur, il contienne que des lettres et des chiffres. Et après, qu'on va utiliser ce nom d'utilisateur-là, par exemple, pour fabriquer un nom de fichier et puis lire ce fichier. Qu'est-ce qui se passe si je mets, par exemple, la lettre A et une lettre Unicode qui n'existe pas en ASCII, la lettre B, un caractère Unicode qui n'existe pas en ASCII? Quand ça va être inséré dans la base de données, avec le mode SQL désactivé, du coup, tous les caractères, toutes les lettres Unicode, elles vont être remplacées par des points d'exclamation. Donc on aura réussi à contourner le filtre du coup qui vérifiait qu'il n'y avait que des lettres. Et du coup, comme ça va être inséré dans une expression régulière, en fait, ça va correspondre à est-ce que j'ai la lettre A 0 une fois, oui ou non, est-ce que j'ai la lettre B 0 une fois, oui ou non. Et donc en fait, avec cette expression-là, je vais pouvoir matcher n'importe quelle lettre. Et si je veux lire le fichier confidentiel-norage.pdf, donc norage ça fait 5 lettres, donc je prends cette expression-là, je la mets 5 fois, et on voit que effectivement quand je l'exécute dans le moteur de regex, ça va matcher confidential-norage.pdf. Un nom de fichier du coup que je ne connaissais pas qu'il existait, mais là, vu que j'ai fait une regex qui matche n'importe quoi, du coup je vais tomber dessus, sans avoir connaissance que ce fichier existait auparavant. Encore un cas de contournement possible, là, très simple à comprendre, c'est que comme ça va être remplacé par un point d'interrogation dans une URL, ça sert à délimiter des paramètres. Donc, par exemple, vu que là, dans mon application, je suis limité qu'à mettre des lettres, je ne peux pas injecter un point d'interrogation directement, mais en injectant une lettre Unicode comme ça, qui après va être transformée en point d'interrogation, je vais pouvoir potentiellement injecter des paramètres, par exemple paramètres des bugs ou autres dans une URL, et du coup modifier le comportement de l'application et potentiellement accéder à un mode développeur ou ce genre de choses. Et un dernier exemple, après j'en ai fini. Pour contourner des pare-feux, par exemple, si on a un pare-feu applicatif qui détecte le pattern chevron, point d'interrogation PHP, par exemple pour débuter un web shell ou ce genre de choses, et que du coup le WAF va me bloquer, j'injecte à la place du point d'interrogation une lettre Unicode quelconque, qui va du coup ne pas exister en ASCII, et donc quand ça va être stocké dans la base de données, ça va être transformé en un point d'interrogation, et ça va reformer le début de chaîne PHP. Et donc j'aurais réussi à contourner le WAF comme ça, et à stocker ça en base de données. Donc si ça après c'est réutilisé par exemple dans un moteur de rendu, j'aurai ma RCE en PHP. Et donc là, c'est des exemples un peu comme ça peut vous paraître un peu théorique. C'est ma dernière slide, il me semble. Donc ça a vraiment été utilisé, ça fait depuis longtemps que c'est utilisé. Donc par exemple, en 2012, donc c'est il y a plus de 10 ans maintenant, WordPress, par défaut, il désactivait le mode strict à l'installation. Donc quand il faisait la configuration de la base de données, il désactivait le mode strict. À cette époque-là, UTF-8 s'appelait dans MySQL s'appelait UTF-8 MB3. Donc ils implémentaient, comme je vous avais montré tout à l'heure, en fait en UTF-8 on encode entre 1 et 4 caractères. Là ils encodaient que les caractères qui étaient entre 1 et 3, et ceux qui étaient en 4, du coup, n'étaient pas supportés par cet encodage-là. Et puis à l'époque, au lieu que les caractères invalides étaient remplacés par un point d'interrogation, en fait, ça tronquait la string à cet endroit-là où on rencontrait un caractère invalide. Et donc, en combinant ces trois comportements-là, du coup, ça a créé une XSS dans les commentaires de WordPress. Et justement, par la suite, la correction justement du mode SQL strict, ça a été justement de dire, au lieu qu'on tronque la chaîne de caractères, on va remplacer par des points d'interrogation pour que, au moins, la chaîne de caractères garde tout le temps la même longueur. Et voilà, c'est tout pour moi et pour mes exemples.